Donc bonjour à tous. Donc nous allons vous parler de notre sujet d'étude qui est l'audio storytelling dans le marketing. Donc l'audio storytelling peut être défini comme un ingrédient stratégique de la campagne publicitaire menée par l'entreprise. Donc ici, il s'agit de raconter une histoire autour d'un produit, d'un service ou encore d'une marque. Et pour cela, il est très important de maîtriser l'art de la narration à des fins commerciales. L'audiovisuel est d'abord utilisé comme un outil. Le storytelling apparaît de plus en plus sous forme d'audio. L'utilisation de la voix et du son est devenue essentielle pour interpeller le public, le convaincre et lui permettre de s'identifier à l'histoire racontée. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous retenons 20% de ce que nous entendons et 30% de ce que nous voyons. Désormais, à cause de la saturation visuelle quotidienne liée aux réseaux sociaux, mais également à la multitude des canaux visuels auxquels nous faisons face quotidiennement, nous sommes en effet exposés à plus de 1200 messages commerciaux par jour. Cette forme narrative trouve une place de choix dans un contexte où les consommateurs recherchent des expériences authentiques et engageantes avec la marque. En exploitant le pouvoir évocateur de la voix, de la musique et des sons, les marques peuvent susciter de l'engagement. De cette manière, le public cible ne se contente pas de consommer un produit ou un service, mais il vit une expérience qui résonne avec ses valeurs, ses aspirations et ses désirs. Cette capacité à se distinguer de la concurrence et à susciter l'intérêt est essentielle pour assurer la pertinence et la durabilité des campagnes marketing sur le long terme. L'audio storytelling offre aux entreprises une flexibilité et une adaptabilité précieuse pour répondre aux besoins et aux préférences changeantes des consommateurs. Et donc, nous avons défini la problématique suivante qui est dans quelle mesure la voix humaine et ou la voix de la célébrité préférée de l'auditeur suscite des réactions émotionnelles positives, renforce la crédibilité et, in fine, favorise la mémorisation et l'attention d'achat. Alors donc très brièvement, donc voici notre bibliographie, donc avec les 5 articles que nous avons utilisés dans notre revue du coup de littérature. Donc voici ensuite le plan. Donc dans un premier temps, voilà, on a étudié la notoriété de l'autre, donc avec sa familiarité, sa célébrité, son expertise. Ensuite, on a étudié la voix de l'hôte. Dans un troisième temps, on a étudié la stratégie du podcast en série. Et on a terminé par étudier les apports de la stratégie blockchain à la plateforme de podcast. Alors, dans un premier temps, pour étudier l'importance de la notoriété de l'hôte ainsi que sa familiarité avec les auditeurs dans l'impact des campagnes d'audio storytelling, on a étudié un premier article dont l'objectif était de comprendre les moyens à travers lesquels la confiance, l'authenticité et la crédibilité sont cultivées auprès de l'auditeur d'un podcast vis-à-vis de l'hôte. Donc, c'est une étude qui se comporte sur l'importance de la relation parasociale qui s'établit entre ces deux personnes afin de rendre un message publicitaire authentique, crédible et digne de confiance et également pour favoriser la mémorisation de la marque. Donc la relation parasociale, c'est un type de relation à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou d'un personnage fictif à travers le sentiment de la connaître un petit peu, à travers ce qu'on peut savoir de cette personne-là. Donc pour cela, un échantillon de 330 auditeurs américains réguliers de podcasts ont été étudiés. Donc ils avaient en moyenne 38 ans et ils sont tous issus de milieux sociaux professionnels ou de parcours assez différents. Donc deux podcasts ont été sélectionnés. Donc les deux sont classés parmi des émissions populaires et traitent de sujets similaires. Et une société a été choisie pour l'annonce également selon sa notoriété et une attitude neutre qui est révélée à travers le public. Donc, les participants ont été divisés en 3 groupes selon leur familiarité avec les podcasts et ont écouté des annonces soit traditionnelles, soit lues par l'hôte et personnalisées euh, dans des extraits écoutés par le podcast. Donc, les participants ont ensuite effectué des entretiens et répondu à des questionnaires visant à vérifier la mémorisation de la marque et pour vérifier l'importance de la relation parasociale dans cette mémorisation. Et donc, la relation parasociale, elle ressort de cette étude qu'elle influence largement l'authenticité et la crédibilité perçue et la confiance accordée par l'auditeur envers l'autre. Et même en absence de relation parasociale, une annonce personnalisée par l'hôte de podcast sera plus efficace parce qu'en fait, elle va retirer l'effet intrusif d'une annonce et même effacer un petit peu l'aspect financier qui va être rendu plus évident pendant une annonce traditionnelle, donc fournie par la société annoncée. Et donc, dans le cas de notre étude, c'est un article qui a été particulièrement utile afin de mieux envisager la place de la relation parasociale et pour évaluer l'efficacité d'un message publicitaire sur une plateforme audio.
Et donc ensuite, on va passer à l'étude de la notoriété de l'hôte, mais plus le côté célébrité ou expertise. Donc pour ça, on a étudié un article qui traite de la théorie du dilemme de l'Internet pour les marques de luxe. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, les temps ont changé et que bah, les marques doivent évidemment s'adapter à ces changements. Et donc la technologie, c'est devenu un nouveau facteur à prendre en compte pour établir une stratégie de communication efficace. Et donc l'objectif de cet article était donc bah, d'analyser le podcast en tant qu'outil de contenu et de communication pour les marques de luxe. Donc dans cette étude, en fait, ils ont comparé 4 marques de luxe réalisant des podcasts. Donc ici, il s'agissait principalement de Chanel, Gucci, Hermès et Dior. Et donc bah, les conditions requises pour l'analyse étaient qu'il s'agisse de marques de luxe et qu'elles aient toutes un podcast à partir de l'année 2020 au moins. Et donc, en fait, la théorie, elle vise à souligner l'importance du contenu de marque pour les marques de luxe, pour ainsi bah, prouver que les podcasts sont désormais un canal de communication qui est efficace et qui unit bah, les valeurs d'une marque de luxe à ses intérêts culturels et sociaux. Donc, les questions de recherche que l'on a trouvées, elles sont exposées donc, sur le diaporama ci-dessous, donc je ne vais pas les reciter. Mais en fait, la question de recherche numéro un, ils en sont venus bah, à se poser cette question, bah, car le podcast, c'est de par son format, il permet des conversations plus longues et plus détendues. Et donc, en ce sens, on peut dire bah, que le rythme du podcast est parfaitement adapté à celui des marques de luxe qui ont besoin bah, de plus de temps pour raconter leur histoire. Et donc, on peut donc dire que c'est un outil de communication qui est optimal pour les marques de luxe. Ensuite, la question de recherche numéro 2, ils en sont venus à se poser cette question car les entreprises de luxe ont toujours été bah, de riches conteurs et créateurs de contenu. Et donc le podcast, bah, c'est un format qui peut s'adapter parfaitement aux valeurs et à la richesse d'idées des marques de luxe. Et enfin, la question de recherche numéro 3, ils en sont venus à se poser cette question car ce sont des données qui sont essentielles si on veut avoir une bonne réception des podcasts auprès des auditeurs et donc du coup ainsi optimiser son contenu pour avoir une communication importante et efficace via le podcast. Donc dans cette étude, il y a eu 2 études qui ont été menées. Tout d'abord, une étude quantitative qui a été menée pour analyser le nombre d'épisodes entre 2019 et 2020. Donc pour ça, on a étudié bah, la longévité, la durée des épisodes, la diffusion et la langue utilisée. Et il y a aussi également eu une étude bah, qualitative qui avait pour but bah, d'analyser le contenu du podcast qui a été réalisé. Et donc cette analyse a été divisée en 4 cadres, qui est le cadre de l'inspiration, de la créativité, des détails de conception et le cadre de l'icône. Et donc les résultats qu'on a obtenus, c'est que bah, après analyse, le cadre prédominant à partir duquel il crée du contenu de marque, c'est le cadre de l'inspiration. Donc par exemple, Gucci et Dior, ils ont utilisé le podcast pour sensibiliser le public à différentes questions sociales. Dior, par exemple, s'est engagé sous la directrice des questions sociales avec notamment des questions féministes. Et tout cela avec une présence forte d'interviews d'artistes et de photographes, pour ce qui est du cas de Chanel, Gucci et Dior. Et donc pour ce qui est du cas d'Hermès, la marque s'est davantage concentrée sur, bah, l'histoire de la marque elle-même et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on peut dire que le cadre est plus celui de l'icône, puisqu'il s'agit, bah, de la marque Hermès, en particulier. Ensuite, bah, on peut conclure que la langue prédominante, de tous ces podcasts était, qui a été utilisée est l'anglais. On peut dire ça parce qu'il s'agit, bah, de marques mondiales et que du coup, elles opèrent à l'échelle internationale. Et la deuxième langue la plus importante est le français parce que, bah, elle peut être considérée comme la langue du luxe. Voilà. Donc à présent, nous allons étudier la voix de l'hôte et son importance. Donc ici, l'article étudié a pour objectif d'observer les réactions lorsqu'une apparence plus conviviale est donnée à un assistant vocal pour permettre de générer des réponses positives provenant des voice notes. Donc l'étude ici, elle compare deux types de voix. D'un côté, la voix synthétique qui est créée artificiellement et de l'autre côté, une voix humaine qui est préenregistrée. Donc, une expérience est menée auprès de 640 internautes sur le site web de la GMF. Chaque répondant a eu à examiner soit une version d'un site doté d'un assistant virtuel à la voix synthétique ou d'un assistant virtuel à une voix humaine. Les répondants ont dû effectuer une recherche d'informations sur le site web en interagissant avec l'assistant virtuel. Les résultats obtenus, ils prouvent que le type de voix utilisé a un effet significatif. La voix humaine génère ce sentiment de présence sociale plus fort qu'avec une voix synthétique. La confiance envers le site web ne serait pas impactée par le type de voix. Et on remarque de plus que la voix humaine a un impact positif sur les intentions comportementales
qui sont plus fortes que lorsqu'une voix synthétique est utilisée. Cela vise à humaniser les interactions entre le client et le site web et à rendre l'expérience d'achat davantage interpersonnelle, de manière à créer un véritable échange entre la machine et l'homme. Pour les professionnels du marketing, cette étude révèle l'utilité de se tourner vers les assistants vocaux dotés d'une voix humaine. Bien que le coût de production soit plus élevé qu'avec une voix synthétique, la voix humaine présente pour eux un avantage compétitif, impactant la présence sociale, la confiance et les intentions d'achat. Donc, on peut dire que la voix, en général, est perçue de façon plus personnelle et émotive lorsque c'est une voix humaine, malgré que cela demande plus d'argent et de temps pour le créateur de contenu. En effet, concernant l'audio storytelling, donc le podcast, la voix est un élément essentiel qui doit être adapté aux préférences de la cible. Il faut absolument utiliser une voix humaine qui privilégie la transmission d'émotions, qui peut permettre de changer le ton et le rythme des mots ou phrases, mais également qui rapproche la cible de son interlocuteur comme si c'était un échange verbal entre la marque et le consommateur. Par la suite, on va parler de l'étude de la stratégie du podcast en série. Le cas étudié, c'est la brasserie finlandaise Olubrikirom, qui a utilisé une série de 4 podcasts de 20 minutes pour promouvoir son produit Sati. Les objectifs, ils étaient la sensibilisation pour informer sur l'histoire, la fabrication et les origines de Sati. On a la connaissance pour présenter la marque et susciter l'intérêt pour ses produits. On a la notoriété pour préserver l'héritage de Sati à travers les podcasts. Et finalement, la valorisation pour créer la valeur ajoutée pour la marque via une narration captivante et une promotion efficace. Pour le contenu des podcasts, la série est de 4 épisodes publiés séquentiellement pour maintenir l'intérêt du public cible, qui est un public large, d'une tranche d'âge à partir de 18 jusqu'à 80 ans, intéressé par la Sati et sa culture, pour la distribution à travers la plateforme hôte qui s'appelle Anchor, puis la diffusion sur Spotify et YouTube. Pour la commercialisation, c'est une promotion via Instagram et Facebook et publicité au sein de la brasserie. À propos de l'analyse des performances, à travers du marketing numérique, qui a pour des mesures pour optimiser les ressources, à travers aussi des statistiques clés qui présentent le nombre de lectures, la taille de l'audience, le nombre d'abonnés. On a la performance temporelle qui présente les pics d'écoute lors de nouvelles sorties d'épisodes de podcast, et par la suite les appareils utilisés, la localisation et répartition des auditeurs. Pour les résultats, on a un impact positif du marketing digital et des podcasts, un engagement qui a accru, un élargissement de la portée de la marque et un sentiment de communauté. Et on a eu aussi un accueil qui est positif, incitant la brasserie à intégrer les podcasts dans sa stratégie du marketing. Alors ensuite, pour finir avec notre revue de littérature, on passe du coup aux apports de la stratégie blockchain, donc à notre plateforme de podcast. Donc la blockchain, c'est une structure de données qui va enregistrer des informations, des transactions, et chaque bloc de données va être lié au précédent pour former une chaîne qui va être distribuée sur un réseau d'ordinateurs qui, eux, vont être en charge de valider, vérifier les infos. Tout ça, ça marche donc en collaboration avec les contrats intelligents, qui sont des programmes informatiques autonomes. Donc cet article nous a permis de comprendre que la blockchain, ça permettait de trouver efficacement des créateurs collaboratifs, donc grâce aux contrats intelligents, de collecter les données d'écoute, donc grâce à la transparence et à la traçabilité, pour comprendre les préférences et donc par la suite faire des ajustements aux besoins. Ça permettait aussi de mettre en place des interactions bidirectionnelles avec les utilisateurs et envers les créateurs grâce au système d'évaluation du coup et de discussion. Donc pour vérifier tout ça, il y a une plateforme qui a été établie donc avec 4 sous-systèmes, un système de gestion des membres, de gestion des services, un système d'échange et un système d'évaluation et de discussion qui ont donc été conçus grâce à la technologie blockchain pour prendre en charge les contrats intelligents et donc mettre en œuvre les processus de service qui vont être nécessaires à la plateforme. Il y a aussi une évaluation des avantages par rapport aux plateformes existantes et enfin une collecte de données par le biais d'enquêtes donc pour évaluer leur efficacité. Donc les résultats de tout ça, c'est que ça a permis de trouver des créateurs plus facilement, avec plus de précision. Ça a permis de suivre les données pour les optimiser. Ça a aussi constitué une aide pour planifier, exécuter les campagnes marketing, collecter, analyser les résultats et enfin suivre et analyser les performances.
Et ça a aussi été plus efficace donc en termes de viabilité des services, donc grâce à ces trois notions de traçabilité, d'efficacité et d'automatisation offertes par la blockchain. Du coup, maintenant, on passe à la méthodologie. Alors, pour la méthodologie, pour la première étape, c'est la justification et formulation des hypothèses. Du coup, suite à l'élaboration de notre revue de littérature et grâce aux apports théoriques de nos articles, nous avons formulé 7 hypothèses. Pour la première hypothèse, elle justifie la familiarité qui crée une connexion, rendant l'humour plus accessible, suscitant la curiosité, renforçant la confiance et la mémorisation et influençant l'achat. Pour la deuxième hypothèse, elle justifie l'expertise renforce la crédibilité et l'authenticité, stimulant la curiosité, la mémorisation et l'intention d'achat. Pour la troisième hypothèse, elle justifie l'humour, rend le contenu mémorable et crée un lien émotionnel, influençant favorablement l'achat. Pour la quatrième hypothèse, elle justifie la curiosité, motive l'engagement, favorisant la mémorisation et l'exploration des produits. Pour la cinquième hypothèse, elle justifie l'authenticité, renforce la confiance et la crédibilité, augmentant la mémorisation et influençant l'achat. Pour la sixième hypothèse, elle justifie la confiance, favorise la mémorisation et une perception positive des produits, influençant l'achat. Et puis la septième hypothèse est la dernière, qui justifie une meilleure mémorisation, indique un impact plus fort du message, renforçant l'intention d'achat. La quatrième étape de l'analyse de la méthodologie, c'est l'analyse statistique. Elle est basée sur un questionnaire qui a eu 112 répondants. Nous avons utilisé une échelle de Likert en 7 points. Nous avons d'abord fait une analyse des échelles de mesure en combinant nos différentes dimensions. L'échelle de Likert nous a permis d'évaluer l'engagement émotionnel des auditeurs dans les podcasts en permettant aux chercheurs de mieux comprendre l'impact des voix humaines, y compris celles des célébrités préférées de l'auditeur, sur leur réaction émotionnelle positive, leur perception de la crédibilité et leur comportement ultérieur. Ensuite, nous avons fait la description de l'échantillon par âge et catégorie socio-professionnelle du répondant. Nous avons vérifié la fiabilité des variables sur SPSS à l'aide de matrices de corrélation, de l'indice Cheméo, du test de Bartlett et de la variance totale expliquée. Et enfin, nous avons testé nos hypothèses à l'aide de tests de normalité, Kolmogorov et Shapiro-Wilk de corrélation, régression linéaire, évaluation de l'ajustement des données du modèle et paramètres du modèle. Je laisse Mathilde vous expliquer les résultats. Donc notre étude nous a permis de comprendre en fait l'impact émotionnel et comportemental qui a été suscité par l'hôte du podcast auprès des auditeurs. Donc en fait, cela nous a permis de comprendre comment un auditeur peut percevoir une marque dans un podcast et ainsi la mémorisation et l'engagement que cela peut susciter chez lui. Donc les résultats de notre étude nous ont permis de valider 4 de nos hypothèses sur les 7 grâce à un total de 112 répondants. Ils ont également permis de montrer que chaque facteur influence chacun des autres facteurs entrant en jeu. Donc, dans un premier temps, la majorité des répondants à notre étude croient en la sincérité, en l'honnêteté et à la fiabilité de l'hôte. Ils affirment penser que l'hôte du podcast qu'ils ont l'habitude d'écouter accorde de l'importance à la relation parasociale entretenue avec ses auditeurs et il est digne donc de confiance. Ensuite, la majorité des répondants ont affirmé croire en l'expertise et en la qualification de l'hôte. Ils ont affirmé penser que l'expert qu'ils suivent est un expert dans son domaine en particulier. Ensuite, quant à la mémorisation de la marque, notre étude montre que 50% des auditeurs de podcast ont un souvenir clair et précis de la marque citée lors d'une annonce. Nous avons également pu confirmer que le sentiment de familiarité suscité par la relation parasociale et entre l'hôte d'un podcast et ses auditeurs, on a pu affirmer que la moitié des répondants affirment avoir l'impression de connaître l'hôte de leur podcast et c'est même une proportion de répondants qui affirment ressentir un lien émotionnel au sein de cette relation. Ensuite, pour ce qui est de l'intention d'achat, la majorité des répondants ont affirmé avoir eu envie d'acheter un produit ou un service grâce à une publicité qu'ils avaient entendue dans un podcast. Donc cela peut s'expliquer par le désir d'obtenir cet objet ou ce service, mais également par l'envie d'aider l'hôte du podcast, étant donné qu'ils ressentent un lien émotionnel dans cette relation. Ensuite, la majorité des répondants affirment que le contenu d'un podcast leur a déjà fait penser à une expérience de leur propre vie. Donc ils ont également eu l'envie d'en apprendre plus sur cette idée évoquée.
Et donc, en fait, les podcasteurs n'hésitent pas à leur proposer du contenu innovant pour justement captiver leur curiosité. Ensuite, quant à la dimension humoristique des podcasts, les répondants à notre étude nous ont permis d'affirmer que les podcasts peuvent être amusants et même agréables à écouter. En effet, on peut dire que la majorité des répondants ressentent un sentiment de bonheur lors de l'écoute d'un podcast et donc ils écoutent ce type de contenu pour se sentir bien. Enfin, la majorité des répondants a affirmé croire en l'authenticité et à la sincérité avec laquelle les podcasteurs élaborent du contenu. Donc ces derniers donnent l'impression d'avoir des croyances claires et une manière de penser qui est propre à eux, ce qui permet au contenu du podcast de faire ressortir la personnalité et la manière de penser de l'autre. Et donc on peut même dire que la plupart des répondants de notre étude ont affirmé que le plus important selon eux, en fait, dans un podcast, c'est l'authenticité avec laquelle le contenu est créé. Et donc, on peut donc dire que les résultats que nous avons pu observer permettent de montrer que chacun des facteurs évoqués plus tôt, ils s'influencent les uns les autres. Et donc, cela permet de nous confirmer 4 de nos 7 hypothèses, ce qui montre que la confiance, l'authenticité, la curiosité suscitée par l'autre n'ont pas d'impact forcément sur la mémorisation de la marque et l'intention d'achat de l'auditeur. Alors, on passe maintenant aux implications managériales. Donc, en ce qui concerne le choix du narrateur ou de la célébrité pour un podcast, nous, on conseille d'utiliser des célébrités donc pour améliorer la crédibilité, susciter l'engagement. Ils doivent être pertinents par rapport au public cible et donc à l'image de la marque. Pour ce qui est de la formation des narrateurs et des intervenants, là, on conseille d'investir dans l'amélioration des compétences en narration audio pour chercher à transmettre des émotions et maintenir l'intérêt de l'auditeur. Donc, il est important d'utiliser des techniques de modulation de la voix, d'expression émotionnelle et de narration engageante. Enfin, en ce qui concerne la personnalisation des podcasts, là, on conseille de choisir le narrateur qui a le plus de notoriété et de faire des recommandations de contenu personnalisées pour renforcer l'engagement et la connexion avec la marque. En ce qui concerne la mesure de l'impact émotionnel et cognitif, là, on conseille d'investir dans des méthodes de mesure telles que des études de marché, des sondages, d'analyser les données d'écoute pour comprendre les réactions des auditeurs et ajuster les stratégies de narration donc pour maximiser l'efficacité. Pour ce qui concerne donc les mécanismes de suivi et d'évaluation de l'efficacité, là on conseille de mettre en place donc des analyses d'audience, des retours d'auditeurs et d'utiliser des indicateurs de performance clés pour encore une fois ajuster les stratégies de narration. Et enfin, on conseille d'utiliser les podcasts aussi comme un outil de formation interne, donc là pour créer des podcasts éducatifs qui vont être adaptés au secteur d'activité, pour fournir du contenu inspirant pour le développement professionnel des employés, et puis enfin renforcer du coup la culture d'entreprise et améliorer la collaboration. On passe ensuite à la conclusion. Alors, en conclusion, notre étude, elle a permis de vérifier l'efficacité du podcast en tant qu'outil marketing. Donc, comme on l'a vu précédemment, c'est un outil qui répond à la saturation visuelle du marché actuel et qui renforce le storytelling et la relation parasociale d'une marque avec ses consommateurs. Donc, notre étude quantitative a permis de vérifier et valider 4 de nos 7 hypothèses. Et on a pu alors vérifier les aspects permettant de maximiser l'impact émotionnel et comportemental de ce nouveau média, ce qui le rend efficace dans la mémorisation et l'intention d'achat de l'acheteur. Malgré tout, on a remarqué certaines lacunes présentes dans notre étude qui permettraient d'ouvrir d'autres voies de recherche possibles. Donc, par exemple, on suggère d'ouvrir un échantillon de répondants plus représentatif des différents profils d'auditeurs de podcasts, donc peut-être des personnes qui écouteraient plus régulièrement des podcasts, ou encore une étude plus approfondie des caractéristiques de la voix. Donc, on a vu précédemment qu'on a des préférences pour la voix humaine qui peut transmettre des émotions dans les émissions, mais on manque encore de données sur les préférences au niveau du ton ou du rythme utilisé dans ce genre d'émission. Et enfin, on suggère des entretiens plus approfondis avec les profils de l'échantillon afin d'enrichir les données de notre étude et voir d'autres préférences quant aux émissions de podcast. Voilà, merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.